Voilà, nous sommes ici pour partager l'expérience. Moi qui vous parle, je suis Alexandre Chimezimana. Je suis du club de sociologie. Je suis très ravi d'être avec les panélistes que vous voyez ici. Vous les voyez que ce sont des personnes de grande importance, je pense, intellectuellement, moralement, physiquement. Et on va partager un sujet intitulé Économie de la danse en Afrique, actualité, enjeux et opportunités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer avec la présentation. Et je vais commencer par... Parce que je connais leur nom, je vais présenter le nom seulement. Et d'autres, ce sera à votre charge. Je vais commencer avec Dr Fidèle. Il va nous parler qui est Dr Fidèle, il est qui en rapport avec la danse. Et tout consort. À vous le micro, monsieur. Ok. Bonsoir Alexandre, bonsoir co-panélistes, bonsoir public. Alors, c'est le choix du modérateur, je ne peux pas m'y dérober. Sinon, pour la seule dame qui est avec nous, normalement, on devait commencer avec elle. Je ne sais pas si le modérateur accepte qu'on lui donne la parole parce que c'est la reine parmi les rois. Peut-être que ça dépend de qui lecture. Nous, si on fait la présentation, on commence par... D'accord. Malgré qu'il y a les gâteaux de chat aussi, ça. D'accord. Donc, la présidence locale, c'est comme ça. Oui. Ok. D'accord. Moi, je suis Fidèle Nwendonkoudi Otraoko. Je suis de nationalité burkinabé. Je suis docteur en histoire de l'art et patrimoine culturel, expert en patrimoine. Je suis titulaire d'un master en droit, d'un master en administration culturelle et d'un master en gestion du patrimoine culturel. Alors moi, je suis fonctionnaire dans l'État du Burkina Faso. J'ai plus d'une quinzaine d'expériences professionnelles. Et parallèlement, je suis dans le domaine de la production de danse traditionnelle dans mon pays, dans le cadre associatif. Parce que dans mon pays, on ne peut pas être entrepreneur au sens commercial du terme en étant fonctionnaire. Donc, mais en étant dans le monde associatif, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc, je ne sais pas si j'ai dit tout, mais en tout cas, grosso modo, voici ce que je peux dire de moi. Merci beaucoup. Vous avez entendu que si je présentais son CV, il y avait beaucoup de risques de parler de mensonges. Mais il a bien fait, n'est-ce pas? Vous avez entendu ce qu'il est. Et je passe le micro à Madame Christelle. Qui êtes-vous? Bonsoir à tous. C'est Madame Odette Christelle Nizegimana. Je suis enseignante dans différentes universités, tant publiques que privées, ici à Bujumbura. Donc j'enseigne tout ce qui va avec le marketing management. Et parallèlement, je suis aussi dans les industries culturelles et créatives, ici au Burundi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et je suis précisément au niveau de l'association culturelle Abagumyabanga, qui est une association qui est créée depuis 2002. Donc, c'est-à-dire nous avons 22 ans d'existence et nous faisons l'encadrement de la jeunesse à base de la culture. Dans l'encadrement de la jeunesse à base de la culture, c'est-à-dire nous enseignons les différentes chansons, les chansons qui proviennent des différentes régions du Burundi. On enseigne quels sont les interdits, les mœurs. On enseigne les différentes danses. On sait que les danses, ça provient des différentes régions. L'origine, la nature et le pourquoi est-ce qu'on fait cette danse et la pratique. Et on fait aussi des différents projets culturels dans le but d'encadrer la jeunesse à base de la culture. Voilà, merci. Quand vous avez commencé de parler que vous enseignez à l'université, j'avais pensé, elle est ici pour faire quoi? Mais quand vous avez évoqué l'association Abagumyabanga, que vous enseignez de danse, j'avais compris pourquoi, la raison d'être ici. Et je tourne de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est un monsieur, si c'est un jeune homme, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il va nous dire tout ça. Monsieur Derrick,
Oui. Pouvez nous faire votre présentation en vous référant aussi sur votre festival là? Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Moi, c'est Moussafir Derrick. Je suis souvent connu sous le nom de Vegas. Je suis un danseur. Je fais du hip-hop, mais je suis trop focalisé dans le breakdance. Et je suis aussi opérateur culturel. J'ai un festival qui s'appelle Dance Summit. On est déjà à la 9e édition. Et aussi, j'ai plusieurs casquettes à part la danse. Je suis aussi un agent marketing. Je suis licencié en marketing et management. Et je suis aussi designer. Donc, on essaye de prendre tout ça et de mettre ça dans la danse et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer la danse urbaine ici au Burundi. En général, pour moi, c'est ça et je pense que j'ai été un peu précis. Ok, merci beaucoup. J'ai entendu que tu es un praticien, n'est-ce pas? Vous dansez le hip-hop. Vous avez dit tout ça. Alors, on est en train de revenir du sujet. Je vais commencer là où j'avais commencé. Je vais commencer avec Dr Fidèle. La première question est formulée ainsi. Je vis le sujet, c'est l'économie de la danse en Afrique. Actualité, enjeux et opportunités. Alors, quelle est l'importance économique de la danse en Afrique aujourd'hui et comment se compare-t-elle à d'autres secteurs culturels? L'importance de la danse économique aujourd'hui et comment se compare-t-elle à d'autres secteurs culturels? D'accord, merci. Alors, il faut, pour définir et situer la danse, sinon son économie dans le contexte actuel, pour mieux le comparer à d'autres secteurs, il faut d'abord rappeler que dans le contexte africain, la danse a d'abord servi pour célébrer les cultes, les rites, les événements sociaux de façon globale. Donc, du point de vue de leur fonction, elles n'ont pas toujours eu cette vocation économique. Mais les contextes ont changé et l'économie de la danse devient un enjeu capital pour même permettre à la danse de ne pas disparaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des emplois de par le monde et si on veut que la danse continue, il va falloir qu'on trouve des revenus et qu'on puisse se faire employer dans la danse. Donc, c'est en cela qu'il y a des enjeux à pouvoir intégrer la danse dans l'économie. Et cette économie, aujourd'hui, elle n'est pas visible parce qu'en Afrique, la production des statistiques reste un maillon faible dans la connaissance générale. Ça fait que on peut s'établir sur des exemples précis, mais de façon globale, on ne pourra pas dire la danse représente 30% de l'économie en Afrique. Mais à comparer avec les autres secteurs de l'économie culturelle, on peut dire que la danse est au stade embryonnaire comparativement au théâtre, à la musique et au cinéma. Donc, il y a un défi à relever pour que la danse puisse intégrer de façon intégrale l'économie. C'est ce que je peux dire. Ok, quand vous parlez que la danse est au niveau embryonnaire par rapport à d'autres secteurs, vous pouvez affirmer qu'on ne peut pas vivre de la danse? Les cas sont rares de ceux qui arrivent à vivre de la danse. Et même s'ils existent, on les perçoit mieux en dehors du continent. Parce que beaucoup de danseurs qui trouvent difficilement à être employés ici, quand ils sont en Europe, ils deviennent d'abord des danseurs professionnels en intégrant des compagnies là-bas, mais ils arrivent également à faire de la danse une profession en termes de formation. Parce que y a la diaspora qui s'intéresse à l'apprentissage des pas et des rythmes. Il y a même les autres communautés mondiales qui s'intéressent à la danse africaine. Donc, le simple fait d'enseigner la didactique de la danse, ça permet à beaucoup de se nourrir. Et on a vu se développer dans les villes africaines beaucoup de créations chorégraphiques qui s'inspirent largement du patrimoine chorégraphique de nos pays. Et eux, au moins, on voit une certaine économie, même si ce n'est pas permanent, au moins de façon intermittente, on arrive quand même à les voir vivre sur un temps de ce qu'ils ont eu comme revenu. Donc, on peut dire que les choses se présentent ainsi. Ok. Merci. Je peux passer à Madame Christelle. Vous avez entendu que l'économie de la danse est
c'est un enjeu capital. Et aussi, vous avez entendu que la danse en Afrique est au stade embryonnaire. Mais je vais vous poser une question. Vous nous avez dit que vous êtes dans l'association Abagumyabanga plus de 20 ans, ou bien c'est l'association qui a duré 20 ans? C'est l'association qui a duré 22 ans. 22 ans, oui. Moi, j'y suis depuis 15 ans. Oui, oui. Alors, je vais vous proposer la question suivante. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour attirer des publics plus larges aux événements spectacles de danse que vous organisez? Merci. Donc, au niveau de l'association culturelle Abagumyabanga, c'est-à-dire nous organisons beaucoup de spectacles et même de concerts au niveau de la mairie de Bujumbura. On les fait aussi à l'intérieur du pays, on les fait aussi dans différents pays de la sous-région. Et maintenant, les stratégies qu'on utilise pour pouvoir attirer du public lors de ces événements culturels, c'est-à-dire, on va parler beaucoup plus des stratégies de communication, parce que c'est au niveau des événements que l'on fait. Alors, au niveau de ces stratégies qu'on utilise de la communication, c'est-à-dire, on essaie d'abord d'intégrer tous les acteurs du secteur de la culture. On va d'abord parler au niveau des différentes institutions publiques. On parle même avec les acteurs, avec tous les autres clubs. On essaie de les intégrer parce que ce sont notre public, c'est notre public cible parce que ce sont eux qui sont beaucoup plus intéressés par la danse, la culture. Et aussi, on va dans les différents médias qui nous soutiennent, à qui nous leur disons même merci et même nous disons aussi merci aux institutions publiques, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la culture et du sport, qui est tout un ministère qui nous soutient. Et aussi, c'est-à-dire, on va parler avec eux. Ça, c'est une des stratégies pour pouvoir parler avec eux. Ils nous appellent au niveau des différentes réunions. Et aussi, on discute par rapport à la danse. Et aussi, on va au niveau les médias, je vais parler par exemple des mass médias, au niveau des radios, on y va aussi pour parler avec eux lorsqu'il s'agit des événements. Au niveau des télévisions, la radio-télévision nationale, et aussi on va au niveau des différents médias en ligne. Il y a beaucoup plus de stratégies qu'on utilise. Et aussi, à part au niveau des différentes dans les médias, on fait aussi d'autres stratégies pour participer dans les événements qui sont réalisés par les autres acteurs du secteur culturel. Là, c'est dans le but d'être ensemble, nous nous combinons et puis par après, on va porter plus loin notre voix pour que les personnes puissent venir récolter quelque chose dans les danses traditionnelles et aussi pour qu'ils puissent apprendre quelque chose de plus au niveau de ces différentes danses qui sont pratiquées dans presque toutes les régions du Burundi. Oui, merci beaucoup. Vous nous avez parlé que vous organisez des concerts, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans d'autres provinces. Alors, je voudrais savoir les moyens que vous utilisez. Nous avons entendu que, du point de vue économique, la danse est au stade embryonnaire. Comment vous parvenez-vous à avoir les moyens pour organiser ces concerts? Est-ce que les dépenses que vous utilisez, vous les récupérez comment? Alors, les moyens que nous utilisons pour pouvoir organiser ces concerts, c'est-à-dire, nous avons des cotisations des membres. Nous sommes plus de 200 membres au niveau de l'association culturelle Abagumyabanga. Nous utilisons aussi du revenu qui provient des différentes manifestations culturelles que nous faisons dans les différentes fêtes culturelles, comme les dots, les mariages. Mais nous avons aussi du soutien. Quelquefois, nous avons aussi du soutien des différentes entreprises ici qui veulent faire, par exemple, du sponsor par rapport à leurs produits. Et aussi, nous intervenons, que ce soit au niveau des manifestations dans les fêtes culturelles, nous intervenons aussi, il y a certaines entreprises qui nous appellent lorsqu'ils veulent, par exemple, lancer un nouveau produit sur le marché burundais. Et puis, par après, ils veulent organiser un événement, ou bien lorsqu'ils organisent des cocktails, là aussi, on nous appelle pour faire des manifestations culturelles. Mais l'argent qu'on utilise,
on ne va pas dire qu'on parvient à récolter au niveau des concerts et des spectacles que l'on a. Nous, les résultats que l'on a par rapport à ces spectacles, on va dire que c'est des résultats à long terme. Parce que les personnes vont venir nous voir et puis ils vont constater ce que nous faisons. Nous aurions, en termes numéraires, c'est-à-dire il n'y aura pas beaucoup, c'est-à-dire on ne va pas parvenir à compenser les dépenses qu'on a faites. Mais les résultats qui vont découler de cette... parce qu'on a vu ce qu'on est en train de donner au niveau des concerts, ce qu'on est en train d'enseigner, ça va se répercuter sur la génération qui est là. Si je parviens à toucher une personne par rapport à une danse que je suis en train d'enseigner, au niveau de ces manifestations, de ces concerts, et la personne va en parler à au moins 10 personnes. Et là, on aura touché une grande pluralité de personnes. C'est-à-dire, on aura atteint notre mission qui est celui d'encadrer la jeunesse à base de la culture à travers les spectacles et les concerts que nous avons organisés. Oui, je viens de comprendre que votre action est charitable parce que vous comptez sur l'avenir, vous ne comptez pas sur le présent. Oui, maintenant, comme il a dit, nous sommes à l'état embryonnaire. On ne parvient pas à combler maintenant par rapport à cela, mais c'est qu'on reçoit et on espère. Et on sait que ça va venir. Voilà, merci beaucoup, madame. Je tourne vers M. Derrick. Alors, je vais vous demander, quelles sont les principales sources de financement pour un festival de danse? Parce que pour organiser un festival, tu dois avoir les moyens. Alors, quelles sont les principales sources de financement que vous utilisez? Bon, nous, en tant que Dance Summit, qu'on avait commencé d'abord, je vais commencer par les débuts du festival. On avait commencé le festival, c'était gratuit l'entrée, genre pour communiquer avec les publics. Et vous allez aussi nous parler des stratégies de contrecarrer ce défi. Alors, je voudrais peut-être, pour être plus concret, partir sur l'exemple du Burkina Faso, qui ne représente pas forcément la réalité dans toute l'Afrique. Mais chez nous, il y a une étude qui a été menée en 2012 pour voir quel est l'impact de la culture sur le développement socio-économique au Burkina Faso. Et au cours de cette étude, il a été révélé que le maillon faible dans la chaîne de mise en valeur de la danse, c'est la production. Et qui parle de production, parle de moyens financiers, comme il l'a dit, parce que la danse, d'abord, est née d'une perception. Les gens côtoient la danse tous les jours à l'occasion des funérailles, des baptêmes, des mariages, et ils les consomment de façon gracieuse. Alors, demandez à quelqu'un qui côtoie quelque chose quotidiennement et qui le consomme gracieusement un jour de payer pour regarder, il faut passer par une sensibilisation, et je crois que c'est ce que Christella est en train de faire. Elle ne mise pas sur le présent, mais elle mise sur l'avenir à travers l'éducation. Donc, financer la danse devenait compliqué. Il a failli passer par de l'autoproduction, ce que certaines personnes essaient de faire, et on est arrivé à un moment où l'État du Burkina Faso a placé la culture comme une filière porteuse d'emplois et de revenus pour le pays. Ça fait qu'il y avait des subventions que l'État a commencé à octroyer. Et ces subventions ont permis à certaines structures plus ou moins sérieuses de se positionner. Et quand vous vous positionnez, Eric disait, va le dire, quand vous durez, les sponsors commencent à s'intéresser à vous. Parce que les sponsors n'associent pas leur image à ce qui est naissant. C'est quand vous prenez de l'expérience et que vous faites preuve de sérieux que les gens commencent. Donc, la stratégie de financement, c'est comme ça qu'on finance. On commence par soi-même. Ensuite, les autres acteurs viennent vous aider. Et certainement, à un moment, c'est vous-même qui allez trier tous ceux qui veulent vous accompagner. Alors, donc, le défi, c'est encore relever le niveau du maillon de production. Parce que nous savons tous, la demande est là. Elle est latente. Et si la production est de qualité, on va bousculer les salles dans le monde et même à travers les nouvelles opportunités que nous donne le numérique. Ok. Madame Chivou, dans votre association,
il y a des défis aussi que vous rencontrez. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour surmonter ces défis, pour les contrecarrer? Oui, il y a des défis que nous rencontrons au niveau de notre association. Déjà, comme les droits d'auteur par rapport à la création des œuvres culturelles ne sont pas encore beaucoup mises en vigueur, là, ça devient un défi. Imaginez, une personne est là, vous avez un thème pour pouvoir créer une chanson, parce que nous dansons sur le rythme d'une chanson. Des personnes passent des heures et des heures à penser aux paroles qui vont pouvoir toucher un public auquel vous vous adressez. Et puis par après, il y a une création des pas de danse qui vont avec cette chanson. Et puis par après, quand vous parvenez à mettre la chanson sur le marché, à mettre les pas de danse sur le marché, il faut pouvoir mettre en place un album au niveau d'une association quelconque. Vous mettez en place un album qui coûte énormément cher. Et puis par après, vous faites cela, un clip. Ça coûte beaucoup plus cher, que ce soit en termes d'argent, en termes d'effort, en termes d'énergie et de temps. Vous savez, vous tous, quand vous faites une chorégraphie, si une personne parmi les 20 ne fait pas les mêmes pas, vous retournez encore une fois beaucoup plus pour que vous fassiez la même chorégraphie. Tout ça, ça demande de l'argent. Ça demande beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de dépenses qui sont faites. Et puis par après, vous entendez votre chanson en train d'être jouée quelque part, vous ne récoltez rien. Vous entendez votre chanson en train d'être jouée au niveau des médias. Tout cela, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous ne sommes pas en train de récolter qui devrait nous aider dans les différents défis qui ne nous permettent pas de promouvoir la danse jusqu'à loin. Tout cela, c'est-à-dire, c'est du côté juridique. Si une fois ce volet-là est bien fait au niveau, c'est-à-dire, nous sommes conscients qu'il y a l'Office burundais des droits d'auteur, OBDA, qui est en train de faire tout pour que les droits d'auteur soient mis en vigueur, mais nous voulons qu'il y ait un accélération par rapport à cela, pour que les acteurs, les artistes puissent vivre de leur création, de leurs œuvres. Voilà. Je peux tourner à Derrick. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé le fruit de vos efforts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait je peux dire le plagiat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Plagiat, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé, donc qui a pu utiliser votre chanson sans qu'il y ait un consensus? Bon, moi, je ne suis pas dans la production des sons et des images. Mais pour nous, côté festival, on ne s'est jamais arrivé que quelqu'un puisse prendre notre produit et reproduire ça après. Ah, ok. Mais je vais retourner à vous. Oui. Qu'en dites-vous sur le droit d'auteur? Il a bien expliqué. Elle a bien expliqué. Qu'en dites-vous? Oui, au moment où elle l'expliquait, je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, le droit d'auteur est un gros défi à relever en Afrique. Et quand on va particulièrement pour la question de la danse, même dans mon pays où les questions de droit d'auteur sont à un niveau assez louable, la danse n'est pas encore intégrée dans le dispositif de collecte. Ce qui fait que quand vous créez une chorégraphie sur une musique, généralement on arrive, parce que le dispositif pour la musique est créé, on arrive à percevoir les droits sur la musique, mais les auteurs de la danse, pour l'instant, ils ne sont pas encore pris dans le dispositif. Il y a un seul événement piloté par l'État, la Semaine nationale de la culture, où le bureau burkinabé du droit d'auteur se met sur place pendant une semaine. Et quand vous dansez le titre de quelqu'un, on vient immédiatement vous imposer le droit de perception. Donc, pour les auteurs, pour l'instant, c'est compliqué. Elle a aussi parlé des médias, surtout les médias audiovisuels et le numérique. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de problèmes parce que les œuvres circulent. Malheureusement, il n'y a pas de retour en termes de droits. Donc, c'est un gros défi à relever. Alors, comment les politiques publiques
peuvent-ils soutenir une meilleure danse, une meilleure structuration de l'économie de la danse, aussi pour éviter ce défi-là? Comment les politiques publiques devraient faire? Alors, je pense que les politiques publiques sont au cœur même de l'évolution de la culture de façon globale. Sans politique publique, on ne peut pas parler de l'économie de la danse. Et c'est cette volonté politique qui va nous orienter tous les défis dont on parle. Si le dispositif juridique, le dispositif institutionnel n'est pas mis en place, on ne pourra pas bien évoluer. Et pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, l'État a décidé que la culture devient une filière porteuse d'emploi. Donc, tout est mis en œuvre pour que, effectivement, le dispositif suive. Et voilà pourquoi, par exemple, il y a un mécanisme de financement national qui s'appelle le Fonds de développement culturel et touristique et qui accorde des subventions, des prêts et des avances sur crédit. Donc, si vous prétendez que votre projet est sérieux et que c'est rentable, normalement, vous devez pas, si vous manquez la subvention, normalement, ça ne devrait pas souffrir d'aller au moins demander les crédits pour mener l'activité ou l'avance sur recette pour mener l'activité et après venir solder. Mais il arrive que les acteurs se sont aussi par moments distingués par leur laxisme dans la gestion des finances parce que l'éducation financière n'a pas toujours suivi, ce qui fait que en matière de subventions, généralement, il y a beaucoup de déperdition de fonds publics. L'État a aussi durci. Sinon, le fonds permet d'accéder au financement à des conditions un peu plus avantageuses par rapport aux banques et aux sociétés de microfinance qui existent dans le pays. Donc, je pense que les politiques publiques sont au cœur du développement de l'économie de la danse. J'espère que vous êtes avec son avis. Alors, pour vous, quel soutien attendez-vous de l'autorité locale? Bon, au niveau des autorités locales, déjà, nous sommes satisfaits de l'étape déjà franchie dans le domaine de la culture. Il y a même récemment son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a appelé tous les acteurs du secteur de la culture pour pouvoir faire le dialogue, parler ensemble à travers toutes les questions, les défis que nous rencontrons dans le secteur. Et chaque acteur a pu s'exprimer. Et aussi, on remercie, parce que nous, au niveau de l'association culturelle, moi, on intervient au niveau de... je disais, au niveau des différentes autorités publiques, c'est-à-dire que nous remercions l'étape déjà franchie. Comme on nous a déjà appelé pour pouvoir parler du défi que nous rencontrons. Et aussi au niveau de la mairie de Bujumbura aussi, elles nous soutiennent au niveau des différents projets que nous menons ici à la mairie de Bujumbura et aussi dans les autres provinces, parce que l'association culturelle Abagumyabanga a des antennes dans les autres provinces du Burundi. Et aussi, ce que l'on attend d'eux, c'est qu'on puisse continuer à nous soutenir. On voit qu'il y a la maison culturelle qui est à une étape bien. Et aussi, nous savons que toutes ces structures que nous parlons, des protections des droits d'auteur qui sont mises là en place pour pouvoir aider, ça, c'est aussi un soutien qu'on est en train de faire. Et aussi, les différentes... pour qu'on puisse permettre aux autres institutions internationales qui viennent s'installer ici pour faire le développement de la culture, comme on l'a vu à travers le projet PASSAC au niveau de l'Africalia. C'est parce que les autorités locales ont permis qu'il y ait ça. C'est-à-dire ça aussi, on apprécie et on espère aussi avoir beaucoup plus de projets qui puissent venir sur notre territoire pour qu'on puisse porter plus loin la culture burundaise. Avec la même question, quel soutien attendez-vous des autorités locales dans vos activités? Bon, déjà pour nous, je pense qu'on est bien soutenu par les autorités locales. Déjà, la danse urbaine a une image qu'on donne, on dit ce sont des gens de la rue et tout, mais quand même on voit qu'ils sont là et quand on demande quelque chose, même si on n'a pas vraiment
mais quand même, il y a ces soutiens qu'on voit au niveau des plusieurs structures au niveau de la politique locale. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est au point des défis. Nous, on a un plus grand défi, c'est sur l'image de la danse urbaine. Souvent, la danse contemporaine et les autres, le théâtre et tout, ils ont l'image, on dit, bon, ils sont sérieux, ils sont ouais, mais quand on parle de la danse urbaine, souvent on dit que ce sont des voyous et tout. Ça, c'est le plus grand défi qu'on a. Et on est en train de se battre parce qu'on a créé un processus qui va... ça va prendre quelques années, mais on va y arriver. Et j'espère qu'on va pouvoir atteindre certains objectifs aussi. Voilà. Nous avons entendu les défis, nous avons entendu aussi les stratégies de résilience, n'est-ce pas? Alors, on continue avec les opportunités de la danse. Et je vais commencer avec M. Derick. Vous organisez souvent le festival, c'est dans Dance Summit. Voilà. Dance Summit. Alors, quelles sont les opportunités pour les danseurs, mais même pour les chorégraphes burundais qui participent à votre festival en termes de collaboration et aussi de visibilité? Comme opportunité, nous, quand on a commencé la première édition, on a directement cherché des partenaires au niveau de la sous-région. On a commencé avec le Congo, on a continué avec l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Comme opportunité qu'on donne aux danseurs, c'est de partir représenter le Burundi à l'extérieur du pays dans d'autres compétitions. C'est ça l'opportunité qu'on donne d'abord aux danseurs. Côté visibilité, on a des partenaires au niveau des réseaux sociaux qui nous aident à promouvoir les talents des danseurs. Ils partagent des vidéos, on les invite dans des... On crée aussi des ateliers, on les envoie dans des ateliers à l'étranger. Donc, comme opportunité, ce qu'on veut souvent, c'est changer cette image, montrer que nous aussi, on peut faire comme la danse contemporaine, comme le théâtre. On peut aussi sortir, on peut faire des ateliers, on peut faire ceci, cela. Moi, je suis un disciple de Karl Marx. C'était un grand matérialiste. Matériellement, ces danseurs gagnent quoi par rapport à leur niveau? Matériellement. Oui. Bon, on a, comme je l'ai dit au départ, on a des partenaires. Oui. Ces partenaires, nous, personnellement, on n'a pas assez de moyens à donner aux danseurs. Alors, on crée des partenariats où ils peuvent gagner de l'argent. Il y a des clips, il y a d'autres événements, il y a des flash mobs. Donc tout ça, les gens passent par Dance Summit et nous, on contacte les danseurs pour qu'ils puissent avoir quelque chose financièrement. Ok, merci beaucoup. Et je tourne vers madame. Quelles sont les opportunités concrètes, n'est-ce pas, que les membres de votre association gagnent? Malgré votre mission d'éduquer la jeunesse, quand même, mais au-delà de ça, il y a d'autres opportunités que les membres peuvent gagner. Ils gagnent comment? Ok. Comme on l'a dit, par rapport aux différentes personnes qui sont au niveau de l'association culturelle Abagumyawanga, c'est-à-dire il y a ceux qui pratiquent la danse, il y a ceux qui aussi un groupe de ceux qui chantent, parce que nous, c'est nous-mêmes qui chantons, on chante. Vous aussi? Moi, je danse. Ah bon, ok. C'est très intéressant. Il faudrait m'inviter un jour pour voir comment. Oui, il faut venir. Même il y a un concert même qui est organisé d'ici au mois de novembre, il faut venir. Ah, ok. Voilà. Alors, les opportunités, il y en a beaucoup au niveau national et aussi au niveau international. Nous participons dans différents festivals. Que ce soit tous les festivals de Jama Fest, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Est. Et aussi, nous participons dans d'autres festivals au niveau international, que ce soit le festival du tambour, on a déjà participé en Égypte. Il y a les festivals qu'on a déjà participé en Afrique du Sud, Festival Tatou. Et aussi, il y a d'autres festivals qu'on a déjà participé au niveau, il y a le festival Visa for Music. Oui, voilà, c'est au Maroc aussi. Il y a un festival, on a déjà participé aussi à d'autres festivals qui se tenaient. Festival Jama Fest, il y a ici à Bujumbura. Il y avait aussi à Kigali, qu'on a déjà participé. Il y a aussi d'autres opportunités. Là où on nous appelle pour pouvoir participer dans un concert qui est organisé au Kenya par les membres,
les Kenyans. Là aussi, on va pour pouvoir y participer. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner quand on y participe? Quand on est là-bas, déjà, ce qu'on gagne en tant que danseur, parce que quand tu vas dans ces différentes structures culturelles, c'est parce que tu aimes, c'est la passion d'abord. Et quand il y a de la passion, c'est-à-dire tu vas apprendre quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus qu'on apprend au niveau des structures culturelles, ça va nous aider à pouvoir mettre en place des projets qui vont aider les autres et qui vont pouvoir t'aider aussi à toi pour pouvoir avoir quelque chose afin de vivre de ton œuvre. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Elle a tout dit. Les opportunités sont beaucoup chez elle, mais quand même, je vais retourner à vous, monsieur Fidèle. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Je vous ai dit que je suis un disciple de Karl Marx. Au-delà des paroles, au-delà des discours, je voudrais savoir des exemples concrets d'initiatives ou des programmes réussis qui ont permis de renforcer la viabilité économique des artistes de danse en Afrique. D'accord. Alors, je suis d'accord que vous soyez matérialiste parce qu'aujourd'hui, pour convaincre de l'importance d'investir dans la danse, il faut bien présenter des résultats concrets. Oui. En plus, naturellement, de l'émotion, de la passion, des possibilités de sortir, découvrir l'autre monde. Alors, je donnerai un exemple. En 2020, j'ai créé un événement de production de danse qui a réuni 16 artistes, 8 musiciens, 8 danseurs. Et dans la localité d'intervention, c'était la première fois qu'on ait cette approche professionnelle de la question de la danse, où d'abord on a discuté des cachets de chaque intervenant. Ensuite, comme je suis juriste, il fallait générer les droits d'auteur liés au spectacle. Et à la représentation, on s'est rendu compte qu'il y a toute une économie qui s'est développée autour de la salle. Parce que beaucoup ont trouvé que la danse sur laquelle portait le spectacle méritait une identité. Donc, certains, à mon avis, naturellement, ont confectionné des t-shirts, des gadgets qu'ils ont pu commercialiser le temps du spectacle. Donc, je n'ai pas pu finaliser pour l'instant le rapport, mais déjà concrètement, il y a eu des cachets, des salaires pour le temps de la création et de la production. Il y a eu des droits d'auteur pour le directeur artistique qui a adapté le spectacle. Et au cours du spectacle, j'ai mobilisé des techniciens, des gens à la porte pour la billetterie, des filles qui ont sillonné la ville pour commercialiser les tickets. Donc tout ça mis ensemble. S'il y a à reprendre le projet, je sais que j'aurai encore de l'adhésion parce que tous ceux qui ont participé pour cette édition-là ont touché du doigt la réalité économique de mon projet. Donc voici un exemple qui vient dire que dans l'économie de la danse, il y a véritablement à prendre. Peut-être que c'est le défaut du temps, il y a d'autres exemples, je pense. Et je tourne vers Derrick. Ça nous reste 5 minutes pour donner la parole au public. Et chacun va prendre 1 minute. Moi, je vais prendre 2 après. Donc, ça veut dire que vous allez partager 3 minutes. Moi, je vais prendre 2. Parce que c'est moi qui vous donne la parole. je passe à Derrick. Quel conseil pourriez-vous donner aux danseurs afin qu'ils puissent profiter des résultats de leurs efforts? Vous avez 3 minutes. Vous allez partager. Bon, je vais essayer d'être un peu rapide. Oui. Bon, comme conseil, je comprends la question. Comme conseil, il y a eu plusieurs générations dans la danse urbaine. Nous, on a établi 5 générations. Et là, on est déjà à la 5e génération. La 5e génération est plus part avec la tendance. Il y avait des générations qui étaient là. Il y a eu des erreurs, ils ont corrigé ça. Mais ces générations partent avec la tendance. C'est que moi, je peux conseiller aux danseurs.
et aussi à ceux qui aiment la danse, c'est de ne pas partir avec la tendance, mais partir plutôt avec la passion. Parce que la tendance va t'apporter dans autre chose qui n'est pas la passion. Et nous, en tant que Dance Summit, on fait des efforts, on parle avec l'Institut français, on parle avec d'autres partenaires, on parle avec d'autres festivals. On essaie vraiment d'apporter la danse urbaine au niveau international. Mais on a besoin d'un danseur qui est passionné, pas d'un danseur qui part avec la tendance. C'est la même question, madame. J'espère que vous avez compris la question. Oui. Ok. Voilà, le conseil que je pourrais donner aux différents danseurs, c'est de pouvoir vivre de leur œuvre. C'est-à-dire, nous, on danse et on veut pouvoir récolter quelque chose à partir de ces œuvres. Ce quelque chose, ça va être du point de vue matériel et ça va être du point de vue moral par rapport à nous qui dansons. Et aussi, ce que je pourrais dire par rapport à nous qui donnons ce quelque chose au niveau des différentes institutions qui œuvrent pour le développement de l'être humain. Quand tu œuvres pour le développement de l'être humain, on peut mettre en pratique les chants et les danses pour pouvoir t'aider à promouvoir ce que tu es en train de faire sur le sol burundais. Et aussi, j'invite aux différents acteurs et aussi à des personnes qui aiment la culture à venir consommer les spectacles et les concerts. C'est par là que même je les invite à venir consommer notre concert qui va se tenir au mois de novembre. Venez regarder le 8 novembre, apprécier, aimer et vous allez récolter des enseignements par rapport à cela et nous allons nous tous prospérer à travers notre culture burundaise. Oui, merci beaucoup. C'est la même question. Oui, la même question, en quelques secondes, c'est dire que soyez dans une approche professionnelle. Ne vous engagez pas sans contrat, parce que c'est le contrat qui vous permet de revendiquer tout ce qu'il y a autour comme droit. Donc, alors, tout engagement à participer à un spectacle, à aller se reproduire, à aller se représenter, il vous faut toujours un papier dans lequel est consigné votre cachet et dans lequel est consigné les droits attachés à votre prestation. Merci. Voilà, applaudissez quand même. Voilà. Merci beaucoup les panélistes. Vous avez parlé de choses très intéressantes et moi j'ai essayé de récapituler quelque chose. Moi j'avais compris que dans la danse, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension sociale, la dimension économique et aussi la dimension professionnelle. Dimension économique comment? Il vient de l'expliquer que si vous voulez faire quelque chose, il faut qu'il y ait un contrat. Et je pense qu'il s'il y a un contrat, quand même il y a aussi quelque chose que vous allez gagner. Dimension sociale comment? Vous nous avez parlé que vous organisez un festival qui regroupe d'autres danseurs qui parmi des régions différentes. Si on rencontre quelqu'un qui vient d'Ouganda, par exemple, du Congo, et si tu es burundais, vous allez mettre ensemble les traits culturels. Si les traits culturels se rencontrent, vous allez profiter de son expérience et lui aussi va profiter de votre expérience. Dimension professionnelle dans quel sens? Si vous êtes ensemble, vous allez profiter de cette technique de faire. Avec madame, il a bien quand même souligné quelque chose aussi très intéressant et vrai pour le développement de l'être humain. Ça m'a touché fortement. Donc s'il n'y a pas de développement, si on parle du développement de l'être humain, même la dimension économique, dimension sociale, c'est dedans. Donc il faut œuvrer pour le développement de l'être humain. Même si M. Feder, il nous a parlé que la danse, du point de vue économique, est au stade embryonnaire. Moi, je comprends le contraire. Pourquoi, par exemple? Madame a bien souligné que parmi ses membres, il y a eu certains d'entre eux qui ont eu l'accès de voyager grâce à la danse. Est-ce que quelqu'un qui a pris l'avion pour pratiquer la danse? Est-ce qu'il est au stade embryonnaire? Combien parmi vous a pu faire le voyage en avion? Je vous pose la question. Moi, je pense le contraire. Si je me trompe,
Veuillez m'excuser. Moi, je pense le contraire. Ah, quand même, dans la danse, il y a du pain. Est-ce que je vois? Il y a du pain. Il y a du pain. Ça demande seulement de fournir beaucoup d'efforts. Parce que participer dans une association 22 ans, et tout n'est pas roche. Quand même, il y a des peines, il y a des difficultés, il y a des défis, mais vous parvenez à contrecarrer ces défis. Alors, maintenant, je m'adresse au public. La parole est adressée à vous. Maintenant, le débat est ouvert. Auparavant, la parole était réservée à nous quatre. Maintenant, vous avez la possibilité de parler. Ça nous reste encore 15 minutes. Et je dois prendre encore 2 minutes. Merci à vous. Quelqu'un peut prendre la parole? Merci beaucoup. Merci aux panélistes et aussi merci aux modérateurs du jour. Ma question, j'ai des petites questions. Je pense que tous les panélistes vont essayer de répondre. Ma première question est la suivante. Peut-on vraiment vivre de la danse? Je pose cette question parce que depuis longtemps, lorsque j'étais encore jeune, il y avait des artistes qui... Ce monsieur-là, il s'appelle Cédric ou Derrick. Vous l'avez bien dit que les danseurs sont considérés comme des indisciplinés. Lorsque tu vois ton enfant en train de danser ou faire certains trucs, tu vas dire, celui-ci va être un délinquant. Mais y a-t-il quelque chose que vous êtes en train de faire pour contrecarrer ça? Merci. Bon après-midi à tous. Et moi, je m'appelle Boniface Masenga, je suis étudiant à l'Université du Burundi. Et ma question est d'abord, je vous remercie pour votre panel. Et il y a un point qui m'a beaucoup touché. Le point qui a beaucoup attiré mon attention était le point qui concerne les droits d'auteur. Vous avez évoqué des difficultés que vous rencontrez. Vous produisez, mais les autres consomment sans votre autorisation. Ici, je vais demander la question à M. Derrick. Est-ce que quand on évoque la question des droits d'auteur, est-ce que ça ne vous concerne pas? Vos danses, est-ce que vous dansez vos musiques ou bien les musiques que vous utilisez, est-ce que vous avez l'autorisation des auteurs? Et l'autre point, quand on a bien suivi votre panel, on dirait qu'il n'y a pas vraiment, on n'aurait pas la motivation de pouvoir entreprendre dans la danse. Mais souvent on encourage l'entrepreneuriat culturel. Parce que, quand j'ai bien suivi, les défis sont nombreux par rapport aux opportunités qu'on trouvait dans l'entrepreneuriat culturel. Mais sur le terrain, on trouvait le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents dans l'entrepreneuriat culturel. Quand on veut faire une fête, on trouvait beaucoup de clubs. Mais alors, s'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, pourquoi tous ces clubs-là qui sont en concurrence? Merci beaucoup. Ok. Et la deuxième question, je l'adresse à madame. Merci de m'accorder la parole. Je voudrais d'abord remercier les panélistes pour avoir répondu, pour nous avoir donné des éclaircissements sur quelque chose. Et la première question, je vais l'adresser à madame Christelle. Concernant votre organisation, vous nous avez dit les activités que vous faites. Nous avons entendu pas mal d'activités que vous réalisez. Et j'aimerais savoir si vous pouvez accueillir comme membre une personne qui ne sait pas danser et qu'après vous le formez pour qu'il appartienne à votre organisation. La deuxième question, je vais l'adresser à madame et monsieur Derrick.
comme les danseurs. Dans le monde actuel, premièrement, vous avez dit que la danse peut procurer de moyens financiers, peut aider financièrement si elle est bien faite. Et j'aimerais savoir si vous avez pensé à promouvoir vos activités via les réseaux sociaux, puisque dans le monde actuel, nous évoluons vers un monde numérique. Est-ce que vous avez pensé à promouvoir vos activités via les réseaux sociaux comme YouTube pour exposer vos activités et que les gens peuvent voir vos réalisations? Et je vais poser la troisième question à Dr Fidèle. En tant que... C'est une question d'analyse de votre part ou bien de proposition. Comme acteur en culture, est-ce que vous avez des activités ou bien des ateliers de sensibilisation aux autorités gouvernementales pour qu'ils puissent mettre en avant comme d'autres secteurs le secteur culturel? Merci beaucoup. Voilà. On commence avec les réponses. J'espère que vous avez compris les questions. Quelqu'un qui n'a pas compris, je dois lui rappeler sa question parce que j'ai essayé de grignoter quelque chose. Et je vais commencer avec Derrick. La première question a été adressée à Madame Christelle. Peut-on vivre vraiment de la danse? C'est la question de M. Blaise. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas vivre seulement que de la danse. C'est mon constat. Depuis les 15 ans que je viens de passer dans la structure, je dis à l'heure actuelle. Mais ça commence à venir au niveau de l'entrepreneuriat culturel. C'est-à-dire même avant que j'en entre au niveau de l'association culturelle Abagumyabanga, c'est-à-dire on faisait des danses au niveau des écoles, les journées quand on faisait la clôture et puis dans les différentes fêtes, mais on ne payait rien. Mais actuellement, tu veux amener une structure pour qu'elle puisse agrémenter ton événement, tu dois la payer. C'est-à-dire ça commence. Mais ce que tu payes, c'est-à-dire ce n'est pas équivalent de ce que le club est en train de faire ou l'association est en train de faire dans ton événement. C'est parce que nous sommes conscients du pouvoir d'achat de notre population et nous sommes conscients que on ne peut pas, en tant que population burundaise, payer tout ce qui est en train d'être fait par l'association au niveau de ton événement et on essaie de donner un petit montant pour que on puisse parvenir. Il y a aussi beaucoup plus de spectacles qui sont faits, que ce soit ici, que ce soit à l'international. Des fois, c'est-à-dire, on demande le cachet de l'artiste, et même vous avez votre cachet. Et puis vous dites, pour qu'on puisse participer, on va payer cela. C'est-à-dire, on va te donner. Mais cela, c'est-à-dire, ça va venir. Ça va venir, on va pouvoir participer dans plusieurs, avoir même un calendrier surchargé. Et là, on va dire qu'on va vivre seulement que de la danse. Mais actuellement, on participe dans quelques événements qui nous procurent et aussi on fait les projets qui puissent nous aider aussi à avoir certains moyens pour qu'on puisse vivre de la danse, mais pas seulement que de cela à l'état actuel. Mais je peux rejoindre sa question avec la question de ce monsieur-là. Il vous a demandé, alors, si vous ne pouvez pas vivre de la danse, comment trouvez-vous la motivation de se lancer dans cela, si vous ne pouvez pas vivre grâce à la danse? La motivation, qu'est-ce qui vous pousse à entrer dans ces activités alors que vous ne pouvez pas vivre de ça? Alors, la base de tout cela, c'est la passion. Quand vous avez de la passion, et puis vous vous formez, parce qu'il faut d'abord se former. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir entreprendre dans le secteur culturel? Tu te formes de comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ta passion pour pouvoir avoir
de l'argent. C'est ça. Voilà. Et pour pouvoir te former, c'est-à-dire maintenant, on va y mettre, tu vas investir. Tu investis pour que tu puisses récolter, même dans le long terme. Parce que nous sommes au niveau de l'entrepreneuriat culturel. D'accord? C'est-à-dire tu vas investir pour pouvoir te former encore plus. Et maintenant, ça va pouvoir te faire revenir beaucoup plus du budget au niveau de ton association ou bien au niveau de ton club. Donc on veut de l'espoir. C'est comme disait Burundi, agakunzo kwitwaza mu busaza ugacakiri ukiri muto. Vous veut de l'espoir. C'est-à-dire nous allons petit à petit. Il y a une base. Oui. Et puis ça va venir. OK. Je passe à monsieur Dr Fidèle. Il y a une question qui vous a été adressée. Oui. J'espère que vous avez noté. Alors, c'est les actions de sensibilisation à l'endroit des autorités pour davantage mieux faire pour développer. Il faut dire que la sensibilité des autorités dépend de qui est devant l'appareil. Et quelqu'un qui n'a pas été éduqué à aimer sa culture, il faut aller doucement avec lui. Et il y a beaucoup, j'imagine, si un jour Derrick ou Madame Christella se retrouve à être votre ministre de la Culture, l'approche ne sera pas forcément la même par rapport à quelqu'un qui est orienté vers autre chose. Donc je crois qu'il faut d'abord de la passion et ce travail, c'est un travail de longue haleine. Éduquer d'abord les concitoyens à aimer leur culture et quand ils vont aimer, le reste c'est un travail plus simple. Les questions ne me sont pas adressées, mais je suis tenté d'apporter quand même ma petite réponse. Est-ce qu'on peut vivre de la danse? Pour l'instant, non. Et est-ce que ça ne fait pas peur? Oui, on n'a pas voulu vous donner des réponses pour cacher la vérité. Et comme dans tous les secteurs de l'entrepreneuriat, c'est un domaine de cailloux. Il faut venir, vous allez essayer, vous allez tomber, vous allez vous relever. Peut-être que vous n'allez pas récolter les dividendes, mais les générations futures vont récolter sur la base de ce que vous avez semé. Donc, au moins, notre génération a le devoir de commencer pour que ceux qui vont venir après nous puissent bien se développer à partir de la danse. Merci. Voilà, donc on aime éduquer les concitoyens à aimer la culture. Voilà, je tourne vers Derrick. Pas mal de questions sont à votre disposition. La première question a été posée par M. Blaise. Les considérations de la société pour les danseurs. Il a bien souligné, si on voit une enfant qui est en train de danser, on le considère comme un délinquant, n'est-ce pas? Il vous a demandé des explications de cela. Bon, pour ces points, je vais commencer au début parce que, comme j'avais parlé là, il y a quelques générations donc dans la danse urbaine. Il y a au début, bon, on a essayé d'être, il y avait 7 danseurs, on a essayé de parler sur la danse urbaine, savoir comment ça a commencé, comment ça évolue, comment ça continue. On a essayé de prendre 5 générations. La première génération, c'était une génération qui a commencé la danse urbaine, mais ça beaucoup des éléments de musique et tout. Il n'y avait pas tout ça. Et eux, ils étaient en train de danser juste pour être connus. Et c'est tout. Et puis, il y a eu la deuxième génération qui sont venus genre pour détrôner la première génération, mais sont venus brutalement. Et c'est là où on se rappelle, en 2000, je pense c'est 2002, il y avait des groupes de danse qui étaient trop brutales et tout. Donc, ils aimaient trop se battre. Même après les événements, il y avait trop de bagarres. Après, il y a eu la troisième génération. La troisième génération est venue avec du gospel. Et ils sont venus et ont commencé à changer des choses. Donc, ils ne dansaient pas genre pour être connus ou bien après se battre, mais dansaient parce qu'ils aimaient la danse. Et c'est là où ça a commencé à changer. Et moi, je suis de la troisième génération. Et là, il y a eu la quatrième génération et ils sont venus pour chercher maintenant l'argent. Et ils dansaient, ils faisaient tout, mais leur focus, c'était l'argent. Et c'est là où il y a eu des créations, des flash mobs et tout. On a aussi créé d'autres choses. Et là, on est maintenant la cinquième génération. Et ils sont dans la tendance. Alors, l'image change au fur et à mesure que ça avance. Avant, c'était des bandits, des voyous. Maintenant, la plupart des danseurs sont des diplômés, font l'université, ont des petits boulots. Parce qu'on s'est mis ensemble, on a dit non, on doit changer des choses.
on ne doit pas refaire ce que les anciens ont fait. On essaie un peu de voir. C'est pourquoi l'image de la danse, comme c'était avant et aujourd'hui, c'est très différent. Bon, j'ai parlé de la danse urbaine. Voilà. Il y a encore une autre question. Ce qui concerne le droit d'auteur, les chansons que vous dansez, n'est-ce pas? C'est monsieur qui a posé. C'est votre chanson ou bien c'est quoi? Vous avez le droit d'auteur? Bon, pour nous, dans la danse urbaine, c'est la danse de la rue. Il y a certaines règles qu'on ne respecte pas. Ça, je vais le dire, tout le monde le sait. Il y a des règles qu'on ne respecte pas. Donc, pour nous, on est souvent bloqué sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est dans les spectacles, je pense qu'on n'a pas besoin de droit d'auteur. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est là où on est bloqué quand tu fais une vidéo et que tu postes la chanson, on te demande, tu dois mettre... Et là, on bloque la chanson. Donc, personne ne peut voir ça, ou bien peut voir, mais ne peut pas écouter le son. Mais quand on est dans un spectacle, c'est sûr qu'on met toutes les chansons qu'on veut. Ok. Je retourne à vous. Mais n'ayez pas peur, c'est la dernière question. Concernant la formation des danseurs, c'est une question qui a été posée. L'ignorant qui vient chez vous, est-ce qu'il parvient-il à connaître comment on peut danser? Alors, dès qu'une personne se présente dans notre club, on s'entretient avec la personne. C'est-à-dire, on essaie de voir quel est votre besoin. Pourquoi est-ce que tu es venu chez nous? Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu veux? Peut-être la personne veut la danse, apprendre à danser. Dans ce cas-là, on va t'enseigner à danser. D'abord, il faut que tu comprennes la danse, ce qu'elle signifie. Et puis, on va te montrer les pas de base. Parce que nous aussi, on va dans les régions, on fait les pas de base pour acquérir des connaissances. Et puis, nous y apportons que juste la créativité. Si tu viens pour pouvoir, tu as aimé nos chansons, tu veux chanter, parce que tu veux venir chez nous parce que tu veux chanter. Là aussi, on t'apprend, parce qu'on a compris ton besoin. Et puis, on t'apprend à chanter. Tu es venu chez nous parce que tu veux faire de l'instrument traditionnel. Là aussi, on t'apprend cela. Tu es venu chez nous parce que tu veux aussi animer. Peut-être que tu es une personne qui est dans le secteur de la recherche. Et puis, tu veux animer concernant les pratiques culturelles, les interdits, les mœurs. Et tu veux aussi aider dans l'éducation de la jeunesse à partir des formations. Là aussi, on t'accueille. C'est-à-dire dans les différentes activités que nous faisons au sein de notre association, vous êtes le bienvenu suivant votre besoin. Partant de cela, je comprends que moi, si je serais chez vous, j'aurais à faire... Ah, bienvenue. bienvenue. J'aurais Les à faire. portes sont ouvertes. Voilà, ce sont des opportunités qui, n'est-ce pas, qui ne s'appartiennent de ce panel-là. Alors... Moi, je suis un sociologue. Je prends pour l'égalité de genre. Et là, parle seul, n'est-ce pas? Mais je vois des visages féminins ici, n'est-ce pas? Au moins, quelqu'un peut prendre le micro pour s'exprimer, n'est-ce pas? Et là, parler seul, n'est-ce pas? Et c'est en faveur. Nous avons dépassé le temps. Je vais vous donner 2 minutes. Si vous avez un ajout, si vous avez une question, les panélistes sont encore ici. Les femmes? Oui. Il faut insister. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Lise Caneza. Je suis aussi actrice culturelle. Je suis de la même association culturelle que madame. Elle a dit qu'elle vient de passer 15 ans. Et moi, je viens d'y passer 22 ans. Donc, je suis arrivée dans l'association l'année même où elle a été agréée. Donc, je ne vais pas poser de questions, mais je vais faire un ajout. S'il y a un grand défi qu'on a ici au Burundi, les acteurs culturels, que ce soit dans le secteur traditionnel ou moderne, je dirais que la culture n'est pas encore valorisée par les différentes autorités. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Je pense qu'il appartient à nous, les acteurs, de prouver la valeur de nos activités, la valeur de nos créations. Je dirais que cela doit commencer par nous-mêmes. C'est à nous de s'asseoir et de nous unir, de voir comment nous devons agir ensemble. Parce que si j'agis seule,
les résultats sont moindres. Mais si nous agissons ensemble, à 3 ou à 5, en Kirundi, on dit et en français, l'union fait la force. Je pense que nous avons besoin d'une force extraordinaire pour valoriser nos œuvres, pour valoriser nos actions. Ici, je vais dire par exemple, s'il y a une institution qui vient nous solliciter pour aller agrémenter une activité quelconque et que il nous demande combien nous allons demander, combien d'artistes vous avez, combien de si vous amenez une équipe de 35 personnes et que vous dites nous avons besoin de frais de déplacement pour nos acteurs, j'ai déjà remarqué qu'ils ne donnent pas de valeur à ce que nous allons faire là. Et donc, je pense que nous avons besoin de nous asseoir et d'étudier comment nous devons convaincre notre société, les acteurs, les autorités, pour nous soutenir. Parce que si les autorités ne donnent pas la valeur à nos œuvres, les étrangers ne vont pas faire ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Quand même, je peux poser la question. Mais vous n'êtes pas une femme, c'était la dernière chance pour les femmes. Mais comme vous l'avez demandé, okay. Vous avez au moins 30 secondes, n'est-ce pas? 30 secondes. Oui. Mon nom c'est Arthur Batmix. Je suis un artiste producteur. J'ai 2 questions à poser. La première, je l'adresse à Madame Christelle. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez pour promouvoir la danse traditionnelle de notre pays à l'étranger. C'est ça la question. La deuxième question, je l'adresse à Monsieur Fidèle. Ici, chez nous, on a OBDA qui doit mettre à l'application les droits d'auteur. J'aimerais savoir comment ça marche chez vous. C'est ça mes questions. Merci. À vous. Ok. Merci pour la question. Pour pouvoir promouvoir nos danses au niveau international, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de répondre aux différentes opportunités qui se présentent. C'est-à-dire, il y a des appels à manifestations au niveau des différents festivals qui se font ailleurs. Nous essayons aussi de postuler. Et aussi, on essaye de faire des partenariats avec les autres clubs qui se trouvent à l'international. Nous avons commencé avec ceux qui se trouvent au niveau de la sous-région. Par exemple, on a invité, quand on faisait un concert ici, c'était en 2008, avec Inganzongali du Rwanda. Là, c'est-à-dire, on essaie de faire des partenariats avec les autres clubs qui se trouvent au niveau de la sous-région. Et aussi, quand nous partons, nous avons ces différentes opportunités d'aller dans les différents festivals. Comme je l'ai déjà dit, on est parti dans plusieurs festivals qui se passaient, les festivals panafricains, aussi au niveau des autres festivals qui sont présentés dans les autres pays. Soit on fait passer par là au niveau des autorités locales et puis par après on nous contacte. Soit c'est nous qui allons sur le net pour pouvoir regarder les opportunités qui sont offertes sur le marché international et nous vendons. Voilà. Si vous n'avez pas d'invitation, on cherche les invitations, n'est-ce pas? Vous avez encore une minute, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Mais concernant, je veux dire que le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest est élu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle comme le premier pays de promotion du droit d'auteur. Mais pour ce qui concerne spécifiquement la danse, je l'ai dit au cours du panel, elle n'est pas encore prise en compte dans le dispositif. Et cela s'explique parce que la création en matière de danse, surtout la danse traditionnelle, elle est d'abord dans le domaine du patrimoine, donc toujours dans les communautés, ce n'est pas déclaré. Et comme mon ami Derrick est là, généralement, il crée. Et comme il a dit, c'est quand ils vont sur le net qu'on arrive à les traquer. Sinon, quand ils vont dans les salles,
on ne peut pas les traquer. Donc, généralement, on n'arrive pas à capter les droits autour de la danse. Mais tous les autres secteurs, le théâtre, la musique, le cinéma, les gens font les pas et vont déclarer. Et quand vous déclarez, même aux États-Unis, les bureaux burkinabés des droits d'auteur arrivent à vous percevoir des droits et à vous reverser. Et actuellement, j'ai converti ce matin en francs burundais. Il y a un artiste qui a perçu 250 millions de droits d'auteur en 6 mois. Donc, imaginez l'exploitation qu'on fait de ces œuvres, non seulement sur le net, mais dans les chaînes de télévision à travers le pays. Donc, en tout cas, nous sommes élus comme meilleurs en Afrique de l'Ouest. Il y a à nuancer par rapport aux autres zones de l'Afrique. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fidèle. Merci, madame Christelle. Merci, monsieur Derrick. Voilà. Vraiment, je suis très, très ravi d'être avec vous. C'est le temps qui nous fait défaut. Sinon, il y aurait une risque de prendre 2 ou 3 heures. Mais quand même, peut-être qu'il y aurait une autre occasion. On va être avec vous, n'est-ce pas? Oui. On restera en contact. Merci beaucoup pour le club de sociologie et aussi pour le visage artistique Burundi, c'est VAP, qui a organisé cette activité. Mais je vois quelqu'un du club de sociologie ou bien du VAP, il peut prendre le micro, pour prendre au moins 1 minute, même si c'est dans la maison. Il faut respecter le temps. S'il peut prendre 2 ou 3 minutes, il peut prononcer un dernier mot. Merci. Moi, c'est Blaise Zelimane. Je suis du club de sociologie. Comme il n'y a pas quelqu'un du VAB, visage artistique du Burundi, on l'a préparé ensemble en collaboration. J'ai pas trop de choses à dire. C'est juste pour vous remercier. Je remercie aussi ceux qui ont vu l'affiche et qui sont venus, c'est du club de sociologie, et d'autres. Quand même, je dis merci.